Alors, d'où vient le nom Servranckx? On le doit à deux personnes dont c'était le nom de famille. Jean-Louis Félix, dit Félix Servranckx, et son frère, Guillaume Jean, dit Willy Servranckx. Ils étaient belges et habitaient Bruxelles. Ils furent en leur temps de véritables pionniers quant à la volonté qu'ils manifestaient pour faire connaître au public la radiesthésie et la radionique, notamment à travers leurs cours ainsi que par leur fameux dossier Ex-Docin. Ex-Docin pour expérience, documentation, instruction. Convaincus que tous ces documents, écrits par les frères Servranckx, sont d'une importance capitale pour tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes d'ondes, à la recherche microvibratoire, aux sciences psychiques et au développement personnel, les éditions Servranckx rééditent tous leurs écrits. Aujourd'hui, les éditions Servranckx, c'est surtout un site internet très connu des radiesthésistes et des radioniciens. Il présente une centaine de références à la vente, telles que des ouvrages édités par leurs soins, et de nombreux matériels comme les pendules, les graphiques radiesthésiques et radioniques, ou encore les accus. Mais les éditions Servranckx ne sont pas qu'un site internet. Il existe également une boutique au cœur de Bruxelles où nous nous sommes rendus afin de rencontrer John Ellington et Sophie de Romrey, responsables de Servranckx, afin d'en savoir un peu plus sur l'histoire et l'avenir des éditions. Est-ce que vous pouvez donc retracer l'historique qui nous a conduit en fait à ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avions une librairie dans le centre de Bruxelles et puis une deuxième, c'est deux librairies, et à un moment donné, on travaillait avec M. Van den Hoff qui était le successeur des frères Servranckx. Quand ils sont décédés, ils ont confié, ce monsieur a repris leurs affaires et il nous vendait son matériel qu'il faisait lui-même, etc. Et quand lui est arrivé à un âge respectable de la retraite, il nous a demandé si on voulait reprendre tout le fonds Servranckx, ce qu'on a fait, parce qu'on savait bien la valeur que c'était. Et puis on a dû faire un choix à un moment donné, on a fait ça comme ça pendant 3, 4, 5 ans, en parallèle avec notre librairie, mais qui était assez importante, donc il fallait faire un choix, question de temps. Et c'est en 1994 qu'on a décidé de revendre la librairie pour développer uniquement les éditions Servranckx. On s'est installé ici. Et puis ça c'était avec M. Mas, qui était aussi tout à fait à l'origine de tout ça. Et M. Mas a pris sa retraite et nous avons tous les deux repris ça en 2007. Voilà. D'accord. Donc en termes de produits, vous êtes parti sur quoi à la base? Qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que vous avez fait évoluer en fait sur les... Au départ, ce qu'il y avait, quand les Servranckx de leur vivant ont lancé les éditions Servranckx en 1947, ils ont commencé à faire leur revue, à faire ces fameux Ex-Docin, qui sont des dossiers qu'ils publiaient chaque mois et qu'ils envoyaient à leurs abonnés à l'époque, rognotypés, etc. Donc au départ, quand nous, on a repris de leur successeur, M. Van den Hoff, on avait quelques petits livres qu'ils avaient édités avec leurs moyens, le matériel comme les batteries, les règles Servranckx, mais d'une manière très artisanale à cette époque-là. Donc on est parti de ça et M. Mas a voulu en faire une maison d'édition sérieuse avec pignon sur rue. Donc on a rescanné tous ces documents, ça a demandé un travail titanesque, vous pouvez imaginer. Et reconsidérer tout le matériel en le refaisant avec les moyens qu'on trouvait à l'époque. Avant, dans le temps, quand on voit les batteries, c'était des petits bouts de ficelle, des cotons, enfin, ils le faisaient tout à fait artisanalement, et nous, on a peu à peu essayé de trouver les meilleurs matériels pour le faire d'une manière professionnelle, pour que ce soit vraiment digne des Servranckx. Et le pendule de Toth, parce que ça, je pense que le pendule de Toth, quelqu'un l'a testé au début, et puis il le voit à quel point c'est différent d'un autre, donc il en parle à un copain, et cette boule de neige, ça, on a des commandes de partout, du pendule de Toth, vraiment de partout. Alors, pour rentrer un peu dans l'explication du pendule de Toth, on est d'accord que le pendule sert à amplifier les mouvements involontaires du corps. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a, ce pendule de plus? Ça veut dire qu'il est émetteur, lui, en plus? Il est d'abord fabriqué avec une matière basée de silice, qui déjà, en soi-même, possède
comment dirais-je, l'efficacité, comment est-ce qu'on peut dire, des qualités des de transmission. qualités de transmission. La forme qui est basée sur le pendule égyptien, ça, le pendule de Todd n'est pas le seul, il y a plein de pendules égyptiens partout qui sont... Hein, basé sur le nombre d'or. voilà, donc la forme, les dimensions, les proportions, les dessins qui sont repris, qui sont basés sur le nombre d'or. Donc beaucoup de pendules égyptiens existent sur le marché, mais ce que le nôtre a de différence, c'est cette matière. Et en le testant, on a vu, et Marc Rocard avait fait des tas d'expérience avec ce pendule, et voyons effectivement surtout son avantage, c'est qu'il est utilisable comme outil de radionique tout seul. On n'a besoin de rien d'autre. On peut l'utiliser comme pendule de radiesthésie, c'est-à-dire capter les vibrations des choses, voilà, mais aussi émettre. Donc rien qu'avec cet objet-là, on peut tout faire. Alors ça, il est fabriqué par vous ou... C'est un artisan céramiste belge qui fait ça, qui le fait avec un soin vraiment très très précieux, qui a compris vraiment ce qu'on voulait, l'importance de l'objet. C'est-à-dire que vous avez été vers lui, vous êtes à la recherche d'un fournisseur, d'un fabricant. Oui, parce que ça, nous ne sommes pas céramistes, et lui, c'est quelqu'un aussi très artiste qui fait d'autres objets de son goût à lui, mais il a vraiment bien compris, c'est quelqu'un de très fin, très sensible, très intuitif aussi, il a bien compris le sens de cet objet-là. Alors après, vous parliez de dessins émetteurs, ces dessins-là sont issus des recherches des frères Servranckx, j'imagine, et ils sont fabriqués comment? Vous les fabriquez vous-même? Ça c'est un imprimeur qui les fait, mais au départ ils ont été mis au point par les Servranckx. Il y a des simples graphiques de recherche radiesthésique, des cadrans pour faciliter le travail du radiesthésiste, et puis ils ont mis au point toute une série de graphiques de radionique qu'ils ont conçus par radiesthésie, puisqu'il y a un livre Comment faire soi-même ses dessins actifs, comme les dessins actifs qui ont été faits pour nos livres par Josie Fleuret, qui sont des dessins qui ont été créés dans le but précis de favoriser le bon développement des éditions. Et donc les Servranckx les avaient tous conçus de cette manière-là, au pendule, quelles sont les formes, les chiffres, les couleurs, pas les couleurs, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas l'imprimante couleur, donc ils ne pouvaient pas. Toutes les dimensions, etc. Ils en avaient fait une série de une soixantaine déjà, et on en a rajouté quelques-uns, donc on arrive à 70. Tirer des livres. Alors. Toujours tirer des livres des Servranckx. Donc quand on regarde les outils de radionique, de radiesthésie qui sont mis à disposition chez Servranckx, et qu'on compare avec des objets anciens qu'on a retrouvés, alors que ce soit en Égypte, en Amérique du Sud, en Asie, etc., on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle et de se dire que c'est quand même très ressemblant. Et on se pose la question de savoir si les anciens n'avaient pas des connaissances qu'on aurait oubliées, nous, dans nos sociétés modernes. Je prends l'exemple de vos dessins agissants où on doit les orienter au nord magnétique, et c'est assez similaire à certains monuments dits religieux par les archéologues, tels que la pyramide du plateau de Gizeh, la grande pyramide, qui est orientée effectivement de la même manière. Est-ce que, selon vous, d'après un peu vos expériences chez Servranckx, vous avez une réponse à apporter ou des pistes à ce niveau-là? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis convaincu qu'ils avaient des possibilités bien supérieures aux nôtres, mais il faut savoir que nous, au XXe siècle, au XXIe siècle, on est tout à fait engrammé par un apport de matériel psychologique dont on n'a absolument pas besoin. La radio, la télévision, tous ces trucs-là, il faudra vraiment faire l'impasse et se tourner de nouveau vers la nature. Après ça, l'orientation au nord, elle sera certainement beaucoup plus facile à capter. Et ça me semble logique, puisque c'est un tramage magnétique sur la Terre. Il faut savoir qu'on fait partie d'un système de planètes où il y a quand même le Soleil, qui est un émetteur assez exceptionnel, et qui produit plus ou moins d'énergie selon les années. Donc forcément, le magnétisme terrestre change, et donc il y a à des moments
précis de l'humanité, des constructions qui ont été faites ou qui ont été planifiées. Ça n'a pas empêché les gens de se rendre compte qu'il y avait ce mouvement magnétique. Ils ont donc même mis les correcteurs. Quand vous voyez le plateau de Gizeh, il y a Képhren, la grande pyramide, c'est Khéops, et les deux autres sont des correcteurs. Et tout ce qu'il y a autour, c'est tous des correcteurs qui fonctionnent en permanence. Il n'y a pas que ce qu'on voit aussi quand on est sur le plateau. Il y a des galeries, voilà. Donc on a effectivement, à cette époque-là, été tout à fait capable de comprendre ce que c'était que l'orientation magnétique. Donc un système de communication qui était absolument parfait et qu'il fallait parfois corriger en fonction des changements magnétiques. Pour ça, il y en a pas mal qui ont développé l'astrologie. Des astronomes d'abord, d'où découle l'astrologie, et qui ont très bien compris que tous ces mouvements étaient tout à fait importants et essentiels pour notre communication. Aujourd'hui, on préfère TF1 et RTL. Bon, on arrive beaucoup moins loin, c'est tout. Ceci dit, moi j'ai été marin et l'orientation magnétique, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait vital. Bon, j'espère pouvoir retourner au siècle des anciens pour pouvoir en plus en apprécier beaucoup plus la merveille que ça représente. Et c'est donc bien de la communication. Dans son livre, Rocard parle de, effectivement, communiquer avec cette pyramide. Voilà où il faudrait arriver aujourd'hui. Parce que là, on voit effectivement, quand vous présentez le pendule de Thoth, on a cette notion mathématique du phi qu'on retrouve aussi dans le langage de la pyramide. Certains matériaux tels que le quartz, le grès, voilà, le silice, on retrouve ces éléments-là, effectivement. Et c'est des choses, quand vous l'avez mis au point, ce pendule, c'est par rapport à quoi? Comment vous avez déterminé justement cette notion, enfin, l'importance de la notion de la silice, le phi, etc. Comment vous êtes revenu à ça? Tout est dans le livre. En fait, Marc Rocard raconte qu'il est allé là-bas, il a rencontré des prêtres coptes, donc, qui est une religion locale, tirée du christianisme et d'autres. Alors, je ne suis pas du tout expert en religion, mais en fait, il est allé là-bas, il a rencontré des gens qui étaient quand même extrêmement proches de la nature. Traditionnellement, il faut voir comment fonctionnent les Coptes. Effectivement, ils sont dans cette dynamique en permanence. Et ils lui ont tout simplement expliqué comment le faire. Bon, moi, j'ai été avec Rocard au Musée royal d'art et d'histoire ici à Bruxelles. Effectivement, ils sont tous... Enfin, c'est là que j'ai vu des armoires entières de pendules de toutes les tailles, mais la matière est toujours la même, et c'est un respect très précis, peut-être pas toujours du nombre d'or, parce que ça je ne peux pas le voir à l'œil nu et je ne les ai pas mesurés non plus, mais c'est un respect très précis de la symbolique et du matériau utilisé. Et la symbolique, elle est toujours la colonnette papyriforme, la connexion cosmos-terre, etc. L'eau, le soleil, la corolle, etc. Donc ce sont tous ces symboles qui sont repris par Jung et d'autres symbolistes par ailleurs et qui arrivent au même résultat. Donc de nouveau, communication, ce qui nous manque totalement. Alors c'est un problème, on voudrait vraiment éviter la partition de ce que Servan-X représente en vendant les bouquins à un tel, le matériel à un autre, et puis les graphiques en les distribuant. Ce serait vraiment dommage parce que ce serait la perte de l'esprit Servan-X. Servan-X de tout temps a mis toutes ses connaissances dans ses bouquins en disant lisez-les et faites la même chose que moi. Mais ça implique quand même qu'il faut garder l'ensemble de manière bien unie, quoi, voilà. Et après nous, forcément, il faudra que ça marche comme ça. Enfin,
ce serait souhaitable. Donc nous, on ne va plus, on arrive à l'âge de la retraite, on voudrait bien trouver le repreneur génial qui est déjà cet esprit Servranckx, ou en tout cas l'esprit unitaire d'un très très beau projet qui serait quand même de revenir justement à cette communication parfaite de l'homme avec la nature, hein, puisqu'il s'agit vraiment de ça, et de l'homme avec ses congénères aussi, mais ça représente la nature. Donc voilà, on souhaiterait vraiment pouvoir dire banco à la perle rare, mais il faut la trouver. Ça, c'est une autre paire de manches.